pour vous mettre un petit peu dans le bain de ce dont on va parler juste après. Donc, je vous laisse encore 2-3 minutes de réflexion. Je vais vous aider un peu, donner les clés. Donc, les modifications du régime de pression sous l'eau, qui vont intervenir sur la physiologie ventilatoire, qui vont entraîner une augmentation du travail ventilatoire. De ce fait-là, pardon, de ce fait-là, si on s'entraîne régulièrement dans l'eau, comme on augmente le seul fait de se mettre dans l'eau, ça augmente déjà le travail ventilatoire. Si on s'entraîne en plus, on va entraîner les muscles ventilatoires à travailler contre résistance. Donc ça va améliorer leur endurance, leur force musculaire. Ça a un intérêt quand même pour tout ce qui est essoufflement en plongée. Donc chaque point du corps est soumis à la pression hydrostatique, ça c'est pas un scoop. Ce qu'on remarque, c'est que les gaz qui sont contenus donc les gaz contenus dans les organes creux sont eux aussi soumis à la loi de Boyle-Mariotte. Ils vont se comprimer en fonction de l'augmentation de pression, dans l'autre sens. Et sur un schéma que j'ai pris chez Coriol, quand on regarde ici, en fin d'expiration chez quelqu'un qui n'est pas immergé, en fin d'expiration, donc c'est juste avant d'ouvrir la cage thoracique pour faire entrer l'air dans les poumons, on a ici égalité de pression entre ce qui se passe sous le diaphragme et ce qui se passe dans la cavité thoracique. Alors qu'à cause de la pression, à cause de l'immersion, à cause de l'augmentation de pression qui est entraînée par l'eau, en fait, on se rend compte que la pression intra-abdominale est largement supérieure à la pression intrathoracique. C'est ce qui explique que quand vous mettez dans l'eau, juste avec la tête hors de l'eau, vous avez tous remarqué que pour inspirer, il faut augmenter, faut faire un effort. Voilà. Donc ça paraît pas très important, ça. C'est des centimètres d'eau, hein, les pressions. Mais ça suffit, les muscles qui sont faits pour travailler à égale pression, à équipression. Non, mais là, c'est des chiffres, c'est pour vous donner une idée, hein, c'est Coriol qui les a trouvés. Donc la pression hydrostatique freine les mouvements ventilatoires, hein, ce qui fait que l'inspiration est rendue plus difficile, alors que l'expiration passive, elle est facilitée. Hein. Oui. Je comprends bien pourquoi la pression augmente, mais pas pourquoi elle diminue au niveau des poumons. Quand tu passes de -6 à -2, c'est qu'elle augmente. C'était une question de blonde. Donc d'où l'intérêt de nager pour améliorer donc, la force des muscles ventilatoires, mais aussi leur élasticité, puisqu'ils vont travailler avec plus d'amplitude, et puis leur endurance. C'est ce que je vous disais en introduction, en fait, l'intérêt il est majeur pour la prévention de l'essoufflement. C'est le seul moyen de réellement pouvoir prévenir un essoufflement dans des conditions un peu compliquées. Alors, le deuxième problème de la ventilation en immersion, juste en immersion, c'est la respiration sur tuba. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour diminuer l'impact de ces modifications, de ces inconvénients? Donc vous m'avez dit c'est l'augmentation de l'espace mort. Effectivement. Donc on va voir les limites de la ventilation sur tuba, l'espace mort rapidement, parce que ça vous le savez, et les conséquences sur la ventilation. On vient de le voir, en ventilation sur tuba, en fait, on est dans l'eau, donc on a des difficultés à inspirer, alors que l'expiration est plus facile. Et puis, d'autre part, si on descend, l'augmentation de pression fait que, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Si on augmente la longueur du tuba de manière infinie, et qu'on essaie de descendre comme ça pour respirer, on est limité à une profondeur ici de plus d'un mètre, un peu plus d'un mètre. Au-delà, l'augmentation de la pression hydrostatique fait que cette augmentation fait qu'en fait, on va avoir du mal à inspirer. Enfin, on va carrément pas pouvoir le faire. Non, juste le problème de la dépression maximum qui est autorisé fait qu'en fait, au-delà d'un mètre, on ne peut pas inspirer. La force qu'il faut développer pour pouvoir ramener de l'air est trop importante. C'est les muscles qui ne sont pas assez puissants. Les muscles qu'on a, il faut bien comprendre qu'on est tous faits pour respirer à la pression atmosphérique. Hein. Pas du tout fabriqués pour faire quelque chose de plus.
pense que c'est plutôt un maximum. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pourront pas dépasser 90 cm, voire 80. Moi, j'ai essayé 1 mètre. Hein, Ouais, j'avais une question à propos de la plèvre. Il n'y a pas un risque d'écoulement de plèvre quand on descend à moins 1 mètre? non, ça ne marchera pas surtout. Il y a un risque s'il y a une fragilité au niveau pleural. Mais s'il n'y a pas de fragilité chez les gens normaux, il n'y a pas de raison. Juste que de toute façon, la pression, la force ne sera pas suffisante pour pouvoir augmenter le volume de la cage thoracique, donc la plèvre ne suivra pas non plus. Et deuxième question, c'est 30 cm, je crois, la dépression entre les deux, à peu près entre les deux plèvres. Ouais. Et donc, il n'y a pas un risque là comment on arrive à respirer à moins 1 mètre si on a 30 cm Dans la dépression intrapleurale, elle sert à maintenir les deux feuillets l'un contre l'autre. En fait, les deux plèvres qui sont collées, j'en parlerai tout à l'heure, il y a un espace dit virtuel parce qu'elles sont collées. À l'intérieur, il y a une pression qui est négative, qui est à peu près équivalente sur toute la longueur de la plèvre. Ça permet, comme dit Paul, au fait, à maintenir le poumon en expansion. Quand tu entraînes une dépression de ton diaphragme vers le bas, cette pression diminue forcément, d'accord, de quelques centimètres d'eau. Donc tu favorises l'expansion. Maintenant, quand tu diminues, et il l'a montré sur une photo, quand tu descends d'1 mètre, toute la plèvre va avoir exactement la même pression, bien répartie, mais elle va être légèrement supérieure. Mais néanmoins, il faut qu'elle reste inférieure à celle qui est en face de ta bouche pour que l'air puisse rentrer quand tu inspires. Toujours. D'accord ? Avec la pression ambiante. Sinon, c'est le fait d'avoir une pression négative au niveau de la plèvre, favorisée par une petite contraction diaphragmatique, négative encore plus la pression de la plèvre et favorise l'entrée d'air. Parce que tu as des bons muscles et tu es capable de développer une pression de 30 cm d'eau. Quelqu'un qui est insuffisant respiratoire ne pourra pas développer au fait, cette différence de pression. Donc tout dépend de la force musculaire. Et Paul l'a dit, quand tu nages, quand tu t'entraînes à nager, à favoriser la contraction de tes muscles en effort, tu favorises au fait que cette différence de pression soit plus importante. Donc tu les entraînes. Le boxeur s'entraîne à donner des coups de poing, toi tu t'entraînes à respirer. Merci. C'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Pour l'espace mort, pour rappel, il ne participe pas aux échanges gazeux. Je vous l'ai représenté en noir sur le schéma. Ça me paraissait bien pour un espace mort. VD, c'est volume dead pour mort. Il est en général égal à 0,15 litres. Là, c'est une moyenne. Et il est contenu dans le volume courant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on ventile, on mobilise ce volume mort anatomique. Les conséquences donc de la ventilation sur tuba, c'est que votre tuba augmente d'autant le volume mort anatomique. Un tuba moyen, en général, donc voilà, vous avez des mesures ici. En gros, ça fait 0,157 litres. Ce qui fait que le nouveau volume mort ici est de 0,30 litres. Donc sur les tubas sans soupape, ça marche. En fin d'expiration, la totalité du volume donc, est composée d'air expiratoire. Ce qui fait que si on renouvelle, si on a une respiration qui n'est pas suffisamment ample, on ne va pas renouveler beaucoup l'air inspiré. Ce qu'on peut représenter en faisant des calculs assez facilement. Sur une ventilation normale, ici, si je prends le volume courant habituel 0,5 litres et que je me ventile à une fréquence de 16 par minute, ça fait une ventilation de 8 litres un débit de 8 litres par minute. Pour savoir quel est le volume utile, c'est donc le volume d'air renouvelé, il faut que je retire mon espace mort anatomique. Donc le volume en fait utile, ça va être 5 litres 6. Ça vous va sur les 8. Si je rajoute un tuba, si je fais une ventilation toujours sans tuba, plus ample et plus lente, je me ventile 8 fois au lieu de 16, mais je double mon volume courant. Je vais renouveler ici en faisant le calcul à 6 litres 8. C'est donc plus efficace. Si on fait le calcul avec le tuba, on retrouve exactement la même chose. Mon volume mort ici, il est augmenté, il est doublé en fait. Donc le volume utile ici, il n'est que de 3 litres 2 contre 5 litres 6 là-haut. Et par contre, si je respire plus amplement, je retrouve mes 5 litres ici. Bon, j'ai fait exprès un petit peu pour faciliter les calculs. Donc
Le meilleur moyen de se ventiler sur tuba, c'est d'avoir une respiration plus ample et moins fréquente. C'est clair? Ce qu'on peut représenter comme ça aussi. Là, je passe assez rapidement. Hein, avec la ventilation à 16 par minute ici, quand on se met sur tuba, à chaque fois on perd. Hein. C'est la même chose que tout à l'heure. Les complications de cette ventilation donc sur tuba, si on ne se ventile pas correctement, si on ne renouvelle pas l'air suffisamment, c'est ce qu'on appelle l'hypercapnie lente. En fait, on augmente le taux de CO2 dans les poumons, puisqu'on en rejette moins à chaque fois. C'est souvent à cause d'un tuba qui est mal conçu, ou c'est à l'occasion de répétitions de plongées successives, les plongées en apnée, hein, s'entend. Donc les signes, c'est les signes de l'hypercapnie, donc de l'augmentation du taux de gaz carbonique dans le sang. On retrouve donc avec une augmentation de la fréquence respiratoire, une hypersécrétion de salive, des nausées, des crampes, les maux de tête, qui peuvent même durer longtemps dans la journée. Et puis donc avec l'angoisse, anxiété. Hein. Et évidemment, l'essoufflement est plus facile. Donc les dimensions correctes d'un tuba, c'est quand même ceux qu'on trouve dans le commerce maintenant. Voilà, donc c'est plus facile. Essayez d'éviter les étranglements, les angles vifs, et vous pouvez, pour ceux qui y arrivent, plus facilement expirer par le nez. Bon, ça nécessite de lutter contre la force du masque. Hein. Ou alors vous nagez avec un masque sans nez, juste des lunettes.